Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la première étape du Tour Down Under 2023, parce que hier c'était le débrief du prologue. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé sur une étape de 150 km qui n'était pas extrêmement longue, avec une petite bosse qu'il fallait passer à plusieurs reprises. C'était autour de Tamona, je crois que c'était ça la ville. Je me remets la carte, c'était Tanunda, voilà, il y avait une petite bosse, voilà, au fur et à mesure de la journée qu'il fallait passer à plusieurs reprises, voilà, un petit parcours en circuit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos tops, vos flops pour cette étape et à réagir à mes tops et flops également. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, même si parfois YouTube fait des petites feintes, donc faites toujours attention. Les présentations, vous avez toujours la playlist qui est disponible, et n'hésitez pas à aller voir EPS 2.0, TikTok, également sur les internets. Je rappelle également que dans la description, vous retrouvez le classement général de l'étape et les classements annexes qui sont également présents dans la description de la vidéo. Course avec pas mal de chutes, cette première étape du Down Under. Le peloton était très tendu. J'ai trouvé pour une course comme ça où les enjeux sont quand même limités. C'est-à-dire gagner le Tour de Under, c'est bien, c'est pas non plus la course de l'année, quoi. On préfère gagner un Tour de Suisse qu'un Tour de Under, voilà, sur la saison. Donc je trouvais vraiment que c'était très très tendu dans le peloton. Il y a eu pas mal de chutes, hein. On a 4 chutes notables. Vous avez la chute de Robert Resink, vous avez la chute dans le dernier kilomètre. Vous avez la chute à 57 km de l'arrivée avec Per Steiner, avec Serge Bax et avec Finn Fisher-Black et James Knox. En passant, James Knox a été disqualifié pour avoir fait du pousse-voiture, on va dire ça comme ça, pour être resté dans le sillage de sa voiture un peu trop longtemps selon les commissaires. Puis il y a une chute qui, elle, était beaucoup plus tôt. Je vais la retrouver, c'était avant même le direct télé. Hein. Le direct télé, c'était 80 km de l'arrivée, un truc comme ça. Je vais pas la retrouver, la chute, où il y a eu une dizaine de coureurs. Voilà, une dizaine de coureurs à 112 km de l'arrivée, notamment Thiessen, bien râpé, bien amoché. Jordi Meus, qui est tombé 2 fois dans la journée. Et puis Patrick Bevin et Phil Boas, qui est tombé également dans cette chute, donc lors du premier sprint intermédiaire. Voilà, je crois que c'était au moment du premier sprint intermédiaire, mais ça a été assez chaud pendant toute la journée. Il y a déjà des abandons, il y a déjà des mecs qui ont des petites blessures, une clavicule pour Robert Resing qui n'a rien pu faire quand Alex Baudin lui a touché la roue, mais il était déjà complètement déséquilibré, mais pas mal de chutes. Pas mal de tensions, alors est-ce que c'est dû aussi au fait que c'était le premier jour de l'année en gros peloton, parce que les championnats d'Australie, et c'est pas un énorme peloton. La plupart des coureurs qui étaient là n'avaient pas couru dans un peloton en mode course depuis le début de saison. Donc est-ce que c'était ce paramètre-là qui a fait qu'il y avait beaucoup de tension par manque d'habitude, hein. Ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'on n'a pas couru en peloton. Alors certes, on a couru lors des stages d'été, on est par groupe de 8-10 coureurs, mais pas 50 non plus. Donc ça fait une petite différence et peut-être que ça a engendré ces tensions envers tous les coureurs au départ. On a eu un beau sprint. Un vainqueur qui est un petit peu une demi-surprise parce que je vous l'avais mis, Bauhaus, je vous avais dit faites attention, Bauhaus il est toujours bon en début de saison. Bah, ça se confirme encore une fois parce qu'il a fait un très beau sprint. Et puis pas mal de tension dans le peloton parce qu'on n'a quasiment pas eu d'échappée sur les 150 km. Il y a eu une attaque à un moment de Nance Peters, il a dû faire 30-40 km devant. Et puis ensuite il s'est fait reprendre à plus de 60 km de l'arrivée, Nance Peters. Donc pas beaucoup d'échappées aujourd'hui. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Et oui, on ne perd pas les bonnes vieilles habitudes, le bilan des Bleus. 3 au top, 3-4 au top, et puis un flop aujourd'hui, un petit flopounet. On commence avec Nance Peters. Pourquoi Nance Peters? Parce que déjà, ça fait du bien de le revoir à l'avant d'une course. C'est vrai que Nance Peters, ça fait un petit peu depuis 2 ans que c'est compliqué. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de grands résultats sur les 2 dernières années. Et bon, bah là, ça fait du bien de le revoir déjà à l'attaque. Alors, ça a pas été, ils n'ont pas été fut-fut chez AG2R parce qu'ils ratent les points du deuxième montagne parce qu'ils ont assez mal couru en emmenant le sprint à tout le monde. Et quand t'es pas le plus rapide au sprint, c'est pas forcément l'idée du siècle.
Mais voilà, il se place pour le classement de la montagne en ayant fait des efforts. Donc voilà, il se retrouve deuxième du classement de la montagne avec 3 points, à un point de Luc Plapp, le champion d'Australie. Ça peut être un match intéressant. Et puis voilà, il a fait des efforts, il a passé une journée à l'avant, il était plutôt bien. Moi, je l'ai toujours plutôt trouvé bien. Plus il a bien résisté, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le phénomène du repris en mode un peu boomerang et relâché juste derrière. Donc plutôt une belle journée pour Nance Peter, j'avais envie voilà, de le mettre en avant. Parce que parfois vous avez des coureurs comme ça qui enchaînent les mauvaises saisons et puis vous vous retrouvez à avoir une équipe qui ferme et bah, vous vous retrouvez sur la paille. C'est le cas un petit peu d'Alexis Goujard parce que malgré une très bonne saison, bah, Alexis Goujard repart en amateur. J'espère que c'est pas ce qui va se passer pour Jérémy Locro, mais pour l'instant il n'y a pas eu d'informations. Alors que Cavendish est bien chez Astana et Chesbol le rejoint chez Astana, donc voilà, il aura comme lanceur, ou je sais pas comment ça va se passer, mais les deux seront présents. Quelle course ils feront par contre, ça c'est encore un petit peu flou du côté de chez Astana, mais c'est bien de voir Nance Peters à l'avant de la course. Ça fait depuis quelques temps qu'il est en difficulté, qu'il a du mal vraiment à être à son top niveau. Bah, on espère que 2023 continuera sur ce rythme-là. Puis il y a un classement de la montagne, ça peut être intéressant de jouer le classement de la montagne, puisque chez H2R, on n'a pas grand-chose à jouer. Là aujourd'hui, Dorian Godon a tenté au niveau du sprint, mais on voit bien que c'est pas un pur sprinter, Dorian Godon, et que face à des top coureurs, bah, ça a été un petit peu compliqué, surtout que c'était c'est Touzé qui fait le sprint. C'était le Dossard 17. Alors, attendez, parce que j'ai pas vérifié moi la start list avec les dossards. Oui, c'était plutôt Damien Touzé que Dorian Godon. Parce qu'ils ont dit Dorian Godon à la télé anglaise. Hein, c'est pour ça que j'ai dit Dorian Godon. J'ai pas vérifié les dossards. J'ai fait cette petite erreur là avant le départ de la course. C'est que normalement, je me tape un peu tous les dossards pour voir un petit peu quel est le chiffre. Et là, je ne l'ai pas fait. Je le ferai demain. Vous inquiétez pas. On se rôde encore. C'est le début de saison. On n'est pas encore au top de la forme. Tout qu'hier, ça a été compliqué pour récupérer le prologue. J'ai un peu chié pendant 3 à 4 heures pour trouver le prologue. Donc voilà. Aujourd'hui, ça a été plus facile pour regarder la course. On continue avec les coureurs au top, avec Paul Penouet, le jeune coureur de la Groupama, et bah 5e. Il était super bien placé, Paul Penouet. Il a vraiment pris les bonnes roues. Il était placé presque idéalement. Il était un peu dans la roue de Matthews à un moment, mais il a vraiment pris les bonnes roues. Et puis, c'est dommage, il se fait passer par Covey sur la fin. C'est-à-dire, il lui manque un petit peu de caisse encore, Paul Penouet. Mais il était pas loin de faire un premier podium, hein. Vraiment pas loin parce qu'il prend vraiment les bonnes roues, il s'est très très bien placé. Bien emmené aussi, puisque la Groupama a plutôt fait du bon boulot. Alors, de ce que j'ai pu voir, parce que c'est très compliqué cette année avec les maillots. Alors autant j'ai réussi à repérer comment différencier Ineos de Bahreïn, notamment le casque est un peu orange, et le maillot quand même se diffère. Autant Arkea Ineos, pour l'instant j'ai pas trouvé. Et Groupama Movistar, alors là j'ai absolument pas trouvé, et en plus je me suis aperçu qu'on confond même un petit peu avec le maillot d'Israël sur la face avant, parce que la portion blanche est assez restreinte sur le maillot d'Israël, donc ça va être sympa l'année, je sens avec les maillots. Mais là il y a des moments sur les vues d'hélicoptère, ça va être l'enfer cette année les vues d'hélicoptère, parce qu'on n'arrive pas à discerner facilement les maillots. Donc du côté de Paul Penouet, un beau sprint, très beau sprint de la vue d'hélicoptère. Voilà, et puis il perd face à Bauhaus, Ewan, Matthews, Covey. C'est quand même pas mal, hein, vu son âge. C'est plutôt un très bon sprint de la part de Paul Penouet, avec une Groupama qui a fait le job aujourd'hui. Est-ce qu'on verra Lorenzo Germani, dans les jours à venir? Ça, c'est un coureur qui m'intéresse, donc on verra, mais... Du côté de la Groupama, ça s'est très très bien passé aujourd'hui pour Paul Penouet. On poursuit, et qui avait déjà fait, je crois, un bon prologue, Penouet. Je crois qu'il avait déjà fait un bon... Peut-être que... Non, il s'était planté sur le chrono, oui. J'avais un doute. Non, c'était le Danois. Dans ma tête, des fois, il y a des confondites aigus. Je poursuis avec Hugo Hofstetter. Il est reparti sur la même série que l'année dernière. Toujours être dans le top 10, mais j'avais gagné. Belle 8e place chez Arkea pour Hofstetter. Surtout que ça fait des points maintenant, une 8e place au niveau du barème UCI, parce que maintenant, c'est les 10 premiers qui marquent des points. Et le vainqueur gagne 60 points sur une course comme le Down Under. Alors qu'avant, vous gagniez que dalle. Ça devait être 10 points, 15 points un Down Under. Le barème a changé. Il va falloir s'y adapter aussi.
Belle perf de la part d'Hugo Hofstetter, 8e. Voilà, c'est une bonne journée. C'est une bonne journée de reprise. Chez Arkea, en plus, ils n'ont pas perdu de coureur sur chute. Ça, c'est également une belle satisfaction. Et puis pour Hugo Hofstetter, c'était un gros sprint massif quand même à l'arrivée. Donc des fois, il a un petit peu du mal dans ce genre de sprint massif pour frotter. Bah, c'est un beau sprint. Et puis Hugo Page également, 7e. Alors j'ai pas trop compris chez Intermarché parce que déjà chez Intermarché ils l'ont emmené, il était trop tôt devant. Il se retrouve à être devant quasiment à 700 mètres de l'arrivée, il a plus de mecs pour le lancer. Donc là déjà il y a eu un petit souci de timing, mais chez Intermarché c'était déjà le problème l'année dernière avec Pasqualone. Ils ont des petits soucis parfois de timing. Et surtout j'ai pas compris, Hugo Page fait 7, Tijon fait 10. Donc, est-ce qu'on avait l'idée de lancer Tijon et que Tijon n'a pas réussi à prendre la roue? Est-ce que on s'est dit, comme Tijon a chuté, il s'est pris une grosse chute à 110 bornes de l'arrivée, il avait peut-être des douleurs, il a dit Hugo Page, vous mettez tout pour Hugo Page, moi je vais passer d'une roue à l'autre et puis je vais voir comment je me comporte sur le sprint. Je ne sais pas, mais c'était assez bizarre de la part d'Intermarché Circus Venti. Mais Hugo Page, bah, il confirme. En plus, il est toujours bien classé dans le général. Hein. Il est dans le top 10, Hugo Page. Il ne faut pas le négliger. Il est pour le moment 7e du général. Il a perdu une place parce que Matthews a gagné pas mal de positions avec les secondes de bonification, mais il est toujours bien placé. Il y a Corbin Strong aussi qui est pas très loin derrière. Mais c'est une bonne journée pour Hugo Page. Donc voilà, un beau sprint. Il est toujours dans le top 10 au général. C'est plutôt idéal. Petit flop, Ryan Coquard. Seulement au 12e de ce sprint. Ouais, ça a été un petit peu compliqué. Après, cette année, Ryan Coquard, on va voir vraiment s'il a retrouvé la pleine possession de ses moyens. Parce que cette année, ils vont le mettre beaucoup plus sur des World Tours que l'année dernière. Et là, c'est vrai qu'il s'est fait un petit peu manger. Après, c'est un sprint sur le plat. On sait que Brian Coquard, les sprints sur le plat, c'est plus forcément là où il est le meilleur. On verra dans les jours à venir, parce qu'il y aura quelques belles petites bosses où où la Cofidis devrait faire des bonnes choses. Mais de toute façon, on n'a quasiment pas vu les Cofidis de la journée. Il y a juste un petit moment, ils étaient en tête de peloton. Donc, ouais, ils sont peut-être passés un petit peu à côté de leur étape. Parce que pour emmener un sprinter, c'est quand même mieux de faire un train. Et en plus, Chimolai est également arrivé très loin derrière Coquard. Donc, il n'a pas fait le poisson pilote. C'est toujours le même problème avec Chimolai. Pour le moment, ils n'arrivent pas trop à l'utiliser comme poisson pilote. Et ça s'est encore produit aujourd'hui parce que Coquard il se retrouve un peu seul dans le final. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence avec un Allemand, Phil Bauhaus. Toujours bon début de saison, je l'avais dit, Phil Bauhaus. Le Tour d'Arabie Saoudite notamment, il est toujours très bon. Janvier-février, c'est une période où il est fort. Là en plus, il y a Caleb Ewan qui est certes un bon sprinter, mais qui n'a pas son train habituel, qui n'a pas son équipe habituelle. Il s'est retrouvé un petit peu seul, Caleb Ewan dans le final. Matthews, Covey, ce ne sont pas des purs sprinters. Penwet, c'est encore un peu tente. Lippins, c'est pas un pur sprinter. Page, pas super bien emmené. Et Caden Groves, on ne l'a pas vu. Donc c'est sûr que c'était pas mal quand même pour gagner un sprint pour Phil Bauhaus. Il est parti de super loin parce que Michael Matthews était super bien emmené. C'est-à-dire que Michael Matthews, il était vraiment emmené à la perfection. Et puis Bauhaus le déborde à 300 mètres de l'arrivée. Et il se retrouve un peu bloqué entre la balustrade et Bauhaus. Donc il ne peut pas faire grand-chose. Michael Matthews sur ce sprint, ça doit même être assez frustrant pour lui. Et par contre, Bauhaus sur la fin, il a dû voir revenir Caleb Ewan très très fort sur le côté, parce qu'il revient très très fort Caleb Ewan sur la fin. Il a dû se dire, je me suis peut-être lancé d'un peu tôt. Je pense que c'est un sprint qui marche, parce qu'on est en début de saison, que tout le monde n'est pas encore à son top physiquement, et quand t'es plus frais physiquement que d'autres, ou t'es mieux préparé que d'autres, ça peut passer ce genre de sprint. D'autres moments de l'année, ça sera plus compliqué pour Phil Bauhaus, mais qui a été aussi plutôt bien emmené par la Bahreïn, qui était à l'avant de la course, donc ça s'est plutôt bien passé pour le coureur allemand, qui est pas un mauvais sprinter. C'est le seul problème, c'est que je pense qu'il y a meilleur que lui aujourd'hui sur le marché autour de Phil Bauhaus. Mais voilà, une belle victoire, c'est bien. Pour le deuxième jour de course de l'année, une victoire, c'est plutôt bien, surtout quand c'est votre premier jour de course en ligne. Et puis il a montré aussi vraiment une belle capacité de résistance, parce que 300 mètres, faut les tenir. On verra si c'est un peu une réflexion qu'il a cette année d'essayer d'allonger ses sprints.
Ce qui peut aussi être un moyen de gagner des courses, parce que plus vous allongez vos sprints, plus vous pouvez surprendre vos adversaires ou bloquer vos adversaires. Et là, il l'a bien fait, notamment avec Matthews, c'est qu'il l'a bloqué. Matthews, il pouvait rien faire, mais c'était très très bien fait de la part de Bauhaus. Du côté des autres coureurs au top, j'ai mis Caleb Ewan. Pas simple Caleb Ewan parce que son équipe n'est pas au départ, donc il se retrouve au départ avec la sélection australienne. Donc pas forcément évident d'être au départ avec la sélection australienne parce que déjà la sélection australienne, on n'a pas forcément les meilleurs coureurs au monde. Je rappelle la sélection australienne, hop là, c'est Caleb Ewan, Dries Frisley, je sais pas comment on doit dire, Lehigh, Marriage, Moriarty et William Walsh. Je peux pas dire que ça soit vraiment des super coureurs. On a pris un petit peu avec les restes. Et ce qui fait que Caleb Ewan, il se retrouve à pas avoir un train de grande qualité. Mais il s'est quand même très bien débrouillé. Déjà parce que chez l'Auto Destiny, il a rarement eu un train également de qualité. Et que ça reste Caleb Ewan. Donc il sait quand même très bien se débrouiller seul. Et là, il s'en est très bien sorti. Il lui manque pas grand chose pour aller chercher Bauhaus. Il se fait un peu surprendre en fait au départ. Il n'est pas totalement dans la route Bauhaus. S'il est dans la route Bauhaus quand Bauhaus démarre à 300 mètres, il bat Bauhaus, sauf qu'il n'est pas dans la roue et qu'il est obligé de dépasser un coureur pour aller chercher Bauhaus et forcément ça prend un petit peu de temps et il se fait un peu surprendre par le départ de Bauhaus, donc c'était pas forcément évident pour Caleb Ewan, mais j'ai trouvé qu'il a fait plutôt un bon sprint, c'est plutôt intéressant pour la suite de la saison, même si l'année dernière, je rappelle que jusqu'au mois de mars, il était plutôt très performant, Caleb Ewan. C'est après le mois de mars que ça s'est vraiment dégradé, notamment lors de sa chute sur le Tour d'Italie. Et puis on poursuit avec un dernier coureur, c'est Lippins. On ne connaissait pas les talents de sprinter de Lippins. Bon, plutôt une bonne journée. Là aussi, du côté de... On les a vus pas mal à l'avant de la course, du côté de chez Trek. Et c'est là que je me suis aperçu que le maillot de Trek, on arrive quand même à le différencier des autres maillots. C'était un doute que j'avais. Il a fait une belle étape, 6ème. Mais déjà, il était 10ème de la Schwab classique, qui est le critérium d'avant de cette avant-course en Australie. Il avait fait 4ème aussi d'une étape du Tour du Poitou-Charentes. Donc c'est plutôt des courses de sprint. Ouais, plutôt un beau sprint de la part de Lippins. Pour moi, c'était pas un pur sprinter, loin de là. Mais aujourd'hui, il s'en est très très bien sorti. Il a fait vraiment une belle course. Coureur qui a désormais 30 ans, dernière année de contrat à la Trek. Plutôt une belle journée. Il a fait vraiment le travail. Je regardais un petit peu son palmarès auparavant. Oui, il n'y avait pas beaucoup de sprints. Même peut-être dans ses premières années. Ouais, sur le Tour du Haman, oui, il avait fait des sprints. Ouais, non, sur ces années avant la Trek, il avait fait des sprints. Oui. Mais depuis qu'il était à la Trek, c'était pas vraiment ça. Mais ça s'est plutôt bien passé pour lui, donc plutôt content. Voilà, pour Lippins. C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui et pour la Trek, parce que ça veut dire que ça permet aussi d'avoir des coureurs pour peut-être emmener un sprinter. Et ça, c'est plutôt satisfaisant. Et puis bon, ça leur permet de marquer des points. Là aussi, du côté de la Trek, ils sont pas partis avec la grosse équipe. Donc oui, c'est plutôt une satisfaction. Et puis en plus, comme ils ont eu une mauvaise nouvelle avec Juan Pedro Lopez qui s'est pété la clavicule à l'entraînement, et ça réconforte un petit peu cette formation. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, le premier c'est Caden Groves. On l'a pas vu. Enfin moi je l'ai vraiment. Alors déjà les Applecines de Koninck, je les ai pas vus. Mais vraiment sur toute la préparation du sprint, j'étais assez attentif en plus parce qu'avec les couleurs de maillot cette année, il faut être vraiment très concentré sur les arrivées. Et je regardais ça sur mon ordi portable, donc c'est avec un écran un peu plus petit et une luminosité qui était peut-être pas forcément tip top. Mais on les a pas vus. On les a pas vus et on les a tellement pas vus que en fait ils sont très très loin, les Alpecin, et que c'est Caden Groves est 29e seulement. Et il est derrière Samuel Gaze, l'autre Australien de l'équipe. C'est dommage parce que ça met pas forcément en confiance du côté de Caden Groves, mais ça montre aussi que quand vous changez d'équipe, faut trouver des réglages. Parfois c'est un petit peu difficile. C'est aussi pas le meilleur sprinter pour passer les bosses. Or aujourd'hui il y avait quand même 1700 mètres de dénivelé positif sur 150 km, c'est quand même pas mal.
surtout pour un début de saison. Donc peut-être qu'il a eu du mal un petit peu à avaler les bosses. Parce qu'il y avait une belle petite bosse sur le parcours. On était à côté des vignes. Alors je ne savais pas qu'à Adélaïde on avait des vignes, mais je sais qu'on avait des vignes en Australie. Je ne savais pas qu'à Adélaïde il y avait des vignes autour d'Adélaïde. Et là c'est vrai que c'était assez vallonné sur toute une partie du circuit, et peut-être que l'accumulation des kilomètres en pente a été un petit peu compliqué à gérer pour Caden Groves, mais on ne les a pas vus de la journée. Alors heureusement, ils ont évité les chutes. Caden Groves, Gaze, Google. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les coureurs, mais sinon ça a été un petit peu difficile pour Caden Groves aujourd'hui. Mais on sait que c'est pas un sprinter qui aime énormément les bosses. Autre flop de la journée, Jordi Meeus, c'est déjà fini, trauma crânien. En plus, c'est toujours inquiétant le trauma crânien, parce que ça peut mettre beaucoup de temps avant de se remettre. Ça veut dire que là, pendant au moins 2-3 semaines, pas d'entraînement possible. On est quand même à une période de l'année où c'est pas top pour un sprinter. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire le Tour d'Arabie Saoudite. Ça veut dire que l'UAE Tour, si c'était prévu qu'il fasse l'UAE Tour, ça va pas être facile. Ça va être un peu short en termes de délai. Et puis en plus, 2 chutes dans la même journée, quoi. C'est-à-dire que vous avez déjà une chute, il fait partie de la chute de T. James. Et là, la chute dans le dernier kilomètre, il est tombé assez violemment. C'est triste pour lui, parce que c'est pas forcément. C'est un coureur en fait, Jordi Meeus, qui est capable d'être très bon. Je me souviens de l'avoir vu sur Paris-Bourges, notamment, où il avait gagné il y a 2 ans. Voilà, il est capable de gagner sur certaines courses et d'être vraiment très fort. Mais c'est quand même pas le coureur qui fait les saisons les plus régulières, Jordi Meeus. L'année dernière, il y a eu du bon et du moins bon, très clairement sur sa saison. C'est assez régulier. Et en plus, chez Bora, ils n'avaient pas d'autres cartes. Donc ça va être Shane Archbold qui va faire les sprints, ou Mark Waller, un des deux. Parce que Louis Joe l'ours, alors normalement c'est un sprinter l'allemand, mais pour l'instant on l'a jamais vu un très grand niveau. Alors il y a le général avec Charman, mais il a pas fait un grand chrono. Charman, Jane, j'en parle même pas. Mais oui, ils ont plus grand chose à jouer, quoi, déjà, hein, au bout de 2 jours de course. Du côté de la formation Bora, et Charman il est à 28 secondes, hein, donc c'est pas vraiment top. Et puis Haller et Archbold, il va falloir être bon, hein, sur les sprints. Donc ouais, pas une journée tip top pour la Bora, hein, perdre son sprinter, Jordi Meeus, en plus trauma crânien, bon, c'est jamais l'idéal, mais tomber 2 fois dans la même journée, c'est sûr qu'au bout d'un moment, c'est sûr qu'il allait se passer quelque chose. Quand 2 chutes dans la même journée, faut pas s'attendre à des miracles au bout d'un moment, où faut prier le petit Jésus. Et puis je termine avec Bettiol. J'ai pas compris, Bettiol, pourquoi il a pas sprinté, pourquoi il n'est pas dans l'emballage final, Bettiol. Parce que il est, on voit EF quand même pas mal à l'avant. Alors même si EF a pas énormément contrôlé, savoir que pendant toute la journée, il n'y a pas forcément une équipe qui a pris le peloton en main. Il a fallu attendre vraiment les 30 derniers kilomètres pour qu'il y ait des équipes qui se mettent à l'avant de la course. Notamment à un moment, Soudal Quickstep, on a vu également Bahreïn, Ineos aussi à l'avant. Mais pendant très longtemps, il n'y avait pas une équipe qui menait le peloton, qui menait le rythme du peloton. Et c'est peut-être ça qui a posé problème à Bettiol. Mais EF était quand même à l'avant de la course dans le final. Sauf que dans les 5-6 derniers kilomètres, on les voit plus vraiment, EF. Et Bettiol, il joue pas le sprint. Donc hier, il avait 14 secondes d'avance sur Michael Matthews. Demain, il en a plus que 6. C'est dommage. Parce qu'en plus, on donne pas mal de secondes de bonif. Hein. C'est 10, 6, 8 pour les vainqueurs. Et comme Matthews, c'est 10, 6, 4. Et comme Matthews a pris également des secondes de bonification sur un sprint intermédiaire, et ça s'est rajouté. Donc c'est dommage pour lui, parce que il perd du temps foncièrement. Et puis Corbin Strong se rapproche aussi à 13 secondes. Et puis Ethan Etter n'est qu'à 17 secondes. Donc ça reste encore assez serré. Alors, est-ce qu'il a conservé son énergie pour d'autres étapes où où il pense qu'il va faire des gros écarts? Peut-être, mais c'est vrai qu'on s'attendait à... Enfin, moi, je m'attendais à voir Bettiol au sprint, ou au moins Honoré aussi, hein, dans cette équipe EF. Or, il n'y a personne qui a fait le sprint chez EF. Le premier coureur est très très loin de l'étape. Le premier coureur de l'étape, je vais le retrouver. Off, EF Education. C'est Jonas Rutsch. Donc c'est pas fantastique, quoi, hein. Et Bettiol et Honoré finissent 70 et 72e.
que l'héros n'a pas sprinté non plus. Donc c'est assez surprenant de la part de cette formation. On regarde l'étape de demain. L'étape de demain, elle se déroule entre Brighton et Victor Harbor. C'est pas une étape en circuit, c'est une étape qui, dans une première partie, sera en ligne. On passera une première fois à Victor Harbor. Mais voilà, c'est pas un circuit, encore une fois. C'est une étape en ligne, 155 km de course. Il y a la côte de Nettle Hill, il va falloir la passer quand même, c'est 7,8%. Et puis il y aura encore une petite bosse à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, donc qui pourrait également donner des idées à certains coureurs ou éviter le retour de certains sprinteurs. Donc c'est une étape qui techniquement est peut-être plutôt pour les sprinteurs, mais il faudra quand même qu'ils passent les différentes bosses du parcours et que ça ne roule pas trop fort. On pourrait déjà avoir des petites différences au niveau du général avec cette étape. On se retrouve donc demain, même heure, 19h, pour faire le débrief de cette troisième journée de course, deuxième étape du côté du Tour de Lander. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.